Togo Info, le Togo à votre portée. De relever les prestations d'allocation familiale de la Caisse de sécurité sociale, ne serait-ce que des 2 000 francs qu'on paye depuis 60 ans ou 40 ans à 5 000 francs, voire 10 000 francs, pour permettre aux familles de souffler un peu. Mais ceux qui sont à la Caisse sont des milliardaires. Ceux qui gèrent la Caisse là sont des milliardaires. Ils ont de l'argent qu'ils prennent pour créer des brasseries qu'ils gèrent à titre privé. Ils ne rendent pas compte aux travailleurs. Ils ont de l'argent pour construire des villas de milliards de francs CFA qu'ils vendent. Vous connaissez la cité Millennium, où on vend des villas à 800 millions, à 500 millions, à 1 milliard. Et pourtant, l'argent, cet argent-là, c'est l'argent des fonctionnaires, des travailleurs, qui devait normalement servir à construire des logements sociaux pour les travailleurs. La caisse, la résidence de la caisse, qui est en face de l'université, ce qu'on appelle la caisse. À l'origine, la caisse a été conçue pour les travailleurs. À l'origine, la caisse avait été conçue pour les travailleurs. La résidence de la caisse c'est un projet qui était fait pour les travailleurs. Mais les riches ont vite fait de prendre ça. Ils sont allés, ils ont tout pris, ils ont mis les travailleurs dehors. Aucun travailleur n'est là-bas aujourd'hui. Toute l'oligarchie du pays, tous ces riches-là, fabriqués de toutes pièces, beaucoup sont des fonctionnaires, ont été des ministres, c'est eux qui ont investi la résidence de la Caisse, qui, à l'origine, était un projet pour les travailleurs. Comment se fait-il qu'au Togo, aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale construit des villas dont les coûts sont à 500 millions, 600 millions, 700 millions pour les riches, alors que les travailleurs qui cotisent n'ont pas de logements sociaux? On va vous dire que c'est un investissement, d'accord. Mais combien d'années la Caisse va faire l'investissement avant de répertorier le bénéfice sur les travailleurs qui cotisent? Il y a des gens qui sont aujourd'hui à la retraite, dont les pensions ne dépassent pas 60 000 francs, et qui sont impactés aussi par la mue. Et qui sont impactés aujourd'hui. Regardez la vie de nos retraités, de nos parents, des gens qui ont pris la retraite, qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices pour la République, et qui vont à la retraite, et qui deviennent des mendiants. Les gens qui sont à la caisse de retraite du Togo, ils vont s'aligner sur le soleil pendant des heures avant de toucher leur pension. Pourquoi ça ne choque personne? Mais vous avez quelques individus qui sont arrivés, qui n'ont jamais travaillé nulle part, qui sont devenus ministres, qui sont des milliardaires, et qui narguent tout le monde. Pourquoi personne n'en parle? L'argent, les milliards de la Caisse de sécurité sociale, la CNSA, passe où? On a créé une brasserie, on a créé un hôpital Saint-Pélégrin pour soigner les barons du régime, on a acheté des terrains partout, on est en train de construire un télécentre en face de nous là-bas, mais pourquoi on ne rend pas compte aux travailleurs? Pourquoi on ne relève pas le niveau de vie des travailleurs qui cotisent? Pourquoi les syndicats du privé ne disent rien? C'est eux qui cotisent. Il y a un conseil d'administration, il y a un conseil de surveillance qui est piloté par Jibé Bawara. Pourquoi tous ces gens-là se servent, et que les fonctionnaires qui cotisent n'ont rien? Pourquoi? C'est le débat qu'il faut poser aujourd'hui dans notre société. Et les syndicats doivent jouer leur rôle. Les syndicats doivent jouer leur rôle. Les travailleurs doivent jouer leur rôle. J'ai des jeunes qui m'interpellent, qui disent: Ferdinand, on est au port, LCT, les dockers, tout ça. Ils sont dans des conditions effroyables. Et pourtant, le port brasse des milliards. Chaque 3 mois, Adegno et SSBIR vient nous dire: oui, le port a fait des performances, le port de Lomé est devenu un port de quoi dans la région, les performances, bon, mais il ne vous dit jamais rien sur l'argent qu'il récolte. Il ne vous dit jamais rien sur l'argent qui rentre. Ils ont saucissonné le port en plusieurs entités. Ils ont pris le port, ils l'ont fractionné en plusieurs entités et ils ont privatisé tout ça. Et eux-mêmes, ils sont derrière. Ils ont mis quelques blancs, pantins devant, la capitalerie, la manutention, les histoires de, comment on appelle, guichet unique, en taser. Ils ont créé tellement de sociétés écrans derrière lesquelles eux-mêmes ils sont et ils ramassent l'argent. Je vous assure, les gars, que le port autonome de Lomé, s'il était bien géré,
avec les millions de conteneurs dont eux-mêmes ils font le décompte tous les jours, on peut augmenter les salaires au Togo de 25%. Même peut-être même doubler les salaires. Demandez aux spécialistes, ils vous diront. Mais tout cet argent-là, ça ne passe pas d'autres circuits sauf le trésor public. Allez dans la loi des finances. Regardez un peu ce que le port rapporte à l'État. Pas grand-chose. Mais où va l'argent? Où va l'argent? Ils ont créé tellement de sociétés écrans derrière lesquelles eux-mêmes ils sont. Et donc, les dockers se retrouvent là dans des situations assez effroyables. Que ce soit les dockers à LCT, que ce soit les dockers au port autonome même de Lomé, ou que ce soit les dockers qui sont à la PIA. Voilà une autre société aussi assez obscure, la PIA, la plateforme industrielle d'Adéticopé, où il y a des conneries qui se passent et ils sont là à faire des publicités dans des journaux pour dire que la PIA a fait quoi, voilà, des conneries. Les jeunes qui sont à la PIA là-bas, les petits dockers qui sont là-bas, qui déchargent les sojas. Vous savez combien ils déchargent une tonne de soja? 800 francs. Vous allez transporter une tonne de soja pour être payé à 800 francs. La tonne. La décharge d'une tonne de soja vaut 800 francs. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça au moins 1000 francs. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer les déplacements, à se nourrir et tout ça. Ils ont refusé. Ils payent 800 francs par tonne pour décharger. Vous déchargez une tonne de soja, vous avez 800 francs. C'est ce que les jeunes perçoivent là-bas à la PIA. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça à 1000 francs. Les gens quittent Agoué, les gens quittent Legbasito, Sobosito, Thévier, toutes ces zones un peu reculées pour venir travailler à la PIA. Ils prennent la moto, ils prennent les vélos et tout ça pour venir travailler. On les paye 1000 francs la tonne. Vous déchargez le soja. Vous imaginez le travail de docker? Vous transportez le soja dans les voitures. Une tonne de soja, on vous paye 800 francs à la PIA. Une tonne de soja déchargée vaut 800 francs. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça à 1000 francs. Ils ont refusé. Moi, à chaque fois que des gens disent les jeunes Togolais sont paresseux, je dis non. Les jeunes Togolais ne sont pas paresseux. Vous voyez tous les jeunes Togolais qui travaillent et qui font les métiers d'artisans, les maçons, les menuisiers, les ferrailleurs, les carreleurs. Ces gens-là, tous les jours, ils se promènent à Lomé avec la truelle en main, en train d'aller dans les chantiers de demander du travail. Oh, et Dolia, Mouni Capita, Mouni ferrailleur, Mouni, je ne sais pas, plombier. C'est vrai que parmi eux, il y a certains qui ne sont pas assez honnêtes, ça aussi c'est un autre débat, mais ils sont là à la recherche du boulot. Ils se promènent de chantier en chantier. Quand vous allez à Go là-bas, Toglekopé, là où vous appelez échangeur, là, le carrefour là-bas, à Go là-bas, motocross, le matin à 4 h, vous avez des jeunes qui sont là-bas. Vous avez les jeunes qui se réveillent, ils sont là-bas. Ils viennent d'Adéticopé, ils viennent de Thévier, ils sont là-bas. Ils viennent de Legbasito. Ils attendent un camion. Et quand le camion passe, ils sautent dedans pour aller au port, pour aller faire le travail de docker, ou ils vont au TP3 pour travailler. Le soir, ils reprennent le même camion, ils viennent descendre là-bas, ils marchent, ils vont à la maison. Les jeunes Togolais ne sont pas des paresseux. C'est que l'État ne leur offre pas les opportunités pour travailler. C'est que le gouvernement ne leur offre pas les opportunités pour travailler. Et à chaque fois qu'il y a une occasion pour travailler, on les exploite. Voilà le cas de la PIA, le cas des jeunes qui sont des dockers au port, les gens qui sont dans la zone franche. On a vu ici tous les mouvements qu'il y a eu dans la zone franche et comment on a licencié les gens. Avec les Bawara qui s'entendaient très bien avec ces Libanais, tous ces Indiens qui sont dans la zone franche pour enfoncer ses propres frères. Les jeunes Togolais ne sont pas paresseux. Arrêtez de dire ça. Chaque matin, vous connaissez le nombre de jeunes Togolais qui se débrouillent, qui se battent chaque matin. Vous connaissez tous ces gens-là qui font des émidiants. Tous ceux qui partent le matin depuis Baguida pour arriver au port, depuis Avepozo, depuis, je ne sais pas, Bougan pour venir au port, pour faire un job d'une journée et retourner à la maison. Ils n'ont même pas parfois les moyens de déplacement. Ils rentrent dans les camions à Berne. Les colons, les Jokatra, les jeunes Tinapolomi. Les agoués, les fonds échangeurs, les fonds kegéon couteau, yo dona huome, yo ina porme, obeona les bledo, soira, au badona huon bonava, au trouva dina les fonds sont ina home, au pont 1000 francs, au pont 1500, et au la sort. C'est ce qui se passe dans ce pays.
Les gens ne connaissent pas la réalité. Donc, ceux qui sont sur TikTok, là, qui racontent des conneries, que les jeunes Togolais n'aiment pas travailler. Vous allez au Nigeria, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, au Mali. Tous ceux qui sont là-bas, qui font le carrelage, la maçonnerie, la plomberie, c'est des Togolais. C'est des Togolais. C'est des Togolais. J'étais au Nigeria, dans l'état du Bénin. Il y a un état là-bas, chez un milliardaire nigérian. Avec mon frère et ami père, son âme, Sobertin Agba. Un de ses amis là-bas. Un riche milliardaire du Nigeria. Qui a au moins une dizaine de Rolls-Royce dans sa maison. On était dans son village au Nigeria. Il était en train de construire, je ne sais pas si c'est une basilique, une cathédrale, quelque chose d'immense dans son village. Donc, on était parti pour visiter le chantier. Quand on était là, on a entendu des gens, ils parlaient le vernaculaire. C'était des Togolais. Et on les a approchés. Et Mito Kengbenawe. Oh, patron Togo Tomiya. C'est nos frères de Vaucan, d'Afagnan, tout ça. Ils étaient sur le chantier depuis 3 ans. C'est des carreleurs. Et ils disent, dans le Nigeria, partout là, tous les richissimes du Nigeria là, ils aiment les carreleurs togolais, ils aiment les plombiers togolais parce que leur travail est apprécié. Ils sont des professionnels. Tu donnes des carreaux à un gars du Nigeria pour te mettre dans ta maison, il met les carreaux, ça fait comme ça. Les carreaux, il n'y a même pas de prise de mesure. Bon, vous connaissez les légendes du Nigeria, leur cataphyte et tout ça. Donc, ils préfèrent les Togolais. Les Togolais passent la moitié de leur année au Nigeria pour travailler là-bas. Vous avez tous ces Togolais qui quittent le Togo, qui vont au Nigeria pour faire le métayage. Les fameux Togolais qui reviennent en fin d'année avec les motos. Ça rentre par les villages du nord du Togo, Ketao, Tchamba, tout ça. Ils vont travailler au Nigeria. Et ils rentrent en fin d'année avec une moto. Donc, ne dites pas que les Togolais sont des paresseux. C'est l'État togolais ou le gouvernement togolais qui refuse de créer des conditions pour que les Togolais travaillent. Imaginez qu'il y ait des projets de logements sociaux, des projets immobiliers dans toutes les villes du Togo. Tous ces carreleurs-là, ces charpentiers, ces staffeurs, ces plombiers, ils vont aller au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je sais pas, dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina. Non, ils vont travailler dans leur propre pays. Parce qu'ils sont compétents. Mais comme on a un gouvernement qui n'a pas de vision, on a un régime qui est là, qui n'a aucune vision, les gens qui ont l'expertise, ils sont obligés d'aller travailler dans les pays environnants, dans les pays voisins. Donc, voilà les conditions de vie dans lesquelles les Togolais sont. Les gens qui vont travailler au port, qui sont exploités, ceux qui sont dans les zones franches. Les jeunes au Togo ne cherchent qu'à travailler. Ils ne cherchent qu'à travailler. Moi, j'en ai vu à Sabadou, un peu partout. Quand il y avait les chantiers, les gens venaient pour demander à travailler. Oh, patron, mi numéro, ni plombier, mi numéro, ni nu aleke muni, ni mi varia, ma miayom koutawe. Ils ne demandent qu'à travailler. Mais s'il n'y a pas les chantiers, les gens vont aller où? Ils vont aller au Ghana, ils vont aller au Burkina, au Niger. Et c'est ce qu'ils font. Ceux qui n'ont pas cette formation, ils vont au port pour travailler, pour être docker. Ils vont au TP3. Encore que le TP3, tout ça, on est en train de prendre ça aux Togolais pour remettre aux étrangers. On est en train de ramasser les parcs pour donner aux Kanazoué, tout ça. Et d'expulser les Togolais pour les étrangers dans les parcs. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, voilà la situation des travailleurs togolais. Il y a un monsieur qui me faisait comprendre que à la PIA là-bas, il est un chauffeur de véhicules lourds. Ils ont été recrutés sur la base d'un contrat et on divise leur salaire en deux. Parce que des gens dans la boîte ont créé une autre société d'intérim qu'ils appellent RMO, qui se trouve sur la rue des hydrocarbures. Et quand on les paie le salaire, si vous êtes à 250 000, la société RMO prend presque la moitié de votre salaire et vous verse l'autre moitié. Et vous n'avez le droit à rien du tout. Et ces gens sont là. Ils sont exploités. L'État ne va pas à leur secours. Personne ne dit rien. Un État est fait pour protéger ses citoyens. Un gouvernement est fait pour protéger ses citoyens. Un gouvernement ne laisse pas ses citoyens se faire exploiter par des étrangers. Fut-il des investisseurs? Fut-il des investisseurs?
Donc, cette histoire de RMO, je me permets de vous lire même le message qu'il m'a envoyé, si vous permettez, parce que je ne voulais pas que ce direct soit long, mais je peux vous lire les messages que des gens m'ont envoyés. Je peux vous lire les messages que les gens m'ont envoyés. Alors, voilà. Pour notre cas au niveau du port sec d'Adétikopé, le recrutement se fait par la PIA, interview, test, et 3 mois après, on vous appelle pour la signature du contrat. Et c'est ce jour-là qu'on vous dit que vous êtes employé par RMO, sous-traitance, relation main-d'œuvre. Votre salaire est divisé par 2 avec un contrat projet qui ne vous permet pas d'avoir un prêt de 10 francs à la banque. On a réclamé depuis les contrats CDD en 20. On nous exploite comme des trucs. Voilà. On va envoyer tout ça. On va envoyer tout ça. Et voilà comment le Togo, le Togo fonctionne. Voilà comment notre pays fonctionne. Il y a des gens qui ont été licenciés des entreprises qui sont à la maison, dont on n'a jamais payé les droits jusqu'à ce jour. Quelqu'un m'a envoyé un message. Bonjour Ferdinand, voilà, je décide de vous écrire à la suite de notre poste selon lequel vous allez intervenir aujourd'hui à 11 h et pour la fête du 1er mai. En fait, j'étais un employé de Lydia Ludic, filiale du groupe Prefaco de Francis Pérez. Voilà une autre escroc, Prefaco, Francis Pérez. Quelqu'un qui est arrivé au Togo, qu'on nous a présenté comme un grand investisseur, qui ont pris de l'argent dans les banques pour construire soi-disant un hôtel en face du siège de EcoBank à côté de Sarakawa là-bas. Et puis depuis des années, il a disparu. Ils ont pris l'argent, il a disparu. Et voilà, et il avait la société Lydia Ludic. Et depuis 2015, ils sont jusqu'à ce jour sans emploi. Ils sont 346 individus qui sont dans le flou total de Lydia Ludic. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous raconte les faits. À l'arrivée de Lydia Ludic en 1996, une convention est signée entre elle et la Lonato pour une durée de 15 ans pour l'exploitation des machines à sous. Voilà un truc qui chosifie la jeunesse, le casino, tout ça, les conneries. Moyennant paiement de redevance. La convention a pris fin en 2011. Elle a été renouvelée pour prendre fin en 2026. Dans l'exploitation de la seconde convention, selon les informations, Lydia Ludic ne versait plus les redevances dans les livres de la Lonato, mais directement au premier responsable de la Lonato d'alors, M. Pekemsi, qui, vous le savez, gérait la boîte comme une sa propriété. À sa mort, Dame Ingrid Awade, désormais PCA de la Lonato, constate que Lydia Ludic doit à la Lonato, et c'est ainsi qu'après plusieurs rappels à l'ordre, sans succès, la Lonato saisit la justice qui, elle, scelle les locaux de Lydia Ludic. Un litige est né et une facture est présentée à Lydia Ludic qui devra payer à la Lonato la somme de 400 millions de francs à titre de dettes et accessoires. Sur le principe, Lydia Ludic ne s'oppose pas, mais prétend que ce ne sont pas 400 millions qu'elle devrait payer, mais 68 millions au motif que le directeur d'alors, c'est-à-dire M. Pekemsi, aurait fait une remise de dette. C'est le début de notre calvaire pour le personnel. Entre-temps, le PDG adjoint du groupe, M. Olivier Koro, est rentré à Lomé. Il a été arrêté à l'aéroport avec son passeport confisqué quelques jours, puis relâché. Il a eu à faire des réunions avec les premiers responsables de Lydia Ludic, certains délégués du personnel, réunions durant lesquelles il aurait fait des promesses au personnel qui seront plus tard refaites par le DG devant les inspecteurs du travail. Il s'était donc engagé à mettre au chômage technique 3 mois le personnel jusqu'au dénouement de l'affaire, moyennant paiement de 60% des salaires chaque fin du mois. Entre-temps, le PDG adjoint du groupe est parti. Les discussions ont continué entre les délégués dirigeants de Lydia Ludic. Aucun des engagements n'a été respecté jusqu'à ce jour. Les audiences au niveau de la justice ont commencé timidement avec plusieurs reports. Déjà, personne n'a véritablement communiqué sur quoi que ce soit. À ce jour, les 3 premiers mois de chômage technique de Lydia Ludic n'ont jamais été essayé de coopter quelques délégués véreux pour aller prolonger les congés techniques, mais ne sont heurtés au refus des inspecteurs qui leur ont dit qu'une fois qu'aucun des engagements pris n'a été respecté, ils ne pouvaient pas accéder à leur requête. Ces derniers aussi ont dit à certains délégués qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel dans cette affaire. Et donc, malgré toutes les conditions de travail, salaire dérisoire, promotion et tout, ces gens-là sont à la maison jusqu'à ce jour. Les gens de Lydia Ludic, ils sont 346 employés. Personne ne connaît leur sort. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va se régler. Et donc, nous sommes dans cette situation d'imbroglio total. Et voilà comment le Togo fonctionne. Les conditions de vie des travailleurs. Et cela se passe dans tous les secteurs.
que ce soit le secteur public ou le secteur privé, les gens sont exploités. Et personne n'est là pour lever le ton. Et nos dirigeants sont là. À partir du moment où ils trouvent leur compte avec leurs fameux investisseurs, qui sont leurs amis qu'ils ont mis d'ailleurs devant, le reste du pays, ils s'en foutent pas mal. Et quand vous prenez le Togo aujourd'hui, c'est un pays, le fonctionnaire togolais, vous voyez son visage, c'est un visage de misère. C'est un visage de souffrance. Et quand vous voyez le Togo dans toute sa globalité, vous allez dans les grandes villes, vous enlevez l'administration, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'investissement. Les gens de la diaspora qui essayent de revenir au Togo et qui tentent d'investir, on a vite fait de plomber leur investissement parce qu'ils ne sont pas unis ou bien ils refusent d'adhérer au parti. Et donc on utilise l'OTR, tout ça pour plomber leurs activités. Ils sont obligés de repartir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis ce qui se passe au Togo doit réveiller tout le monde. Que tu sois, tu t'intéresses à la politique ou pas, la politique va venir te retrouver. La politique va revenir te retrouver. Le petit voyou qui tente de récupérer ton terrain que tu as acheté, je ne sais pas, à Nimania, il va s'adosser à un juge ou à un colonel. C'est politique pour t'arracher ton terrain. Donc toi qui dis, je ne me mêle pas de la politique, mais le peu que tu as acquis au pays, ils vont venir t'arracher ça. On ne demande pas aux gens de faire la politique politicienne, mais on demande aux gens de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays, parce que c'est notre vie commune qui en dépend. Quand même vous rentrez dans votre pays, vous ne vous mêlez pas à la politique. Sur quelle route vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Sur quelle route vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Si vous ne vous intéressez pas à la politique, vous rentrez à Lomé. Sur quelle voie vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Vous roulez dans la boue pour rentrer dans vos maisons? Est-ce que vous êtes en sécurité dans vos maisons? Aujourd'hui, il y a une imposition sur les maisons secondaires. Ça concerne tout le monde. Donc, nous devons nous réveiller. Moi, je ne peux pas aborder tous les problèmes ici. Quand j'ai annoncé ce direct, il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité. Ferdinand, il faut parler de telle société, il faut parler de telle boîte, il faut parler de telle boîte. Mais on ne peut rien faire sans que vous-même, vous ne vous réveillez. Saint Augustin a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Tant que nous-mêmes, on ne se réveille pas pour revendiquer nos droits, les gens vont continuer par nous exploiter. Les gens vont continuer par nous écraser. Les dirigeants, ils s'en foutent. Vous allez les voir, aujourd'hui, ils vont porter des habits blancs, tout ça. Il y aura quelques fonctionnaires qui viendront lire devant Bawara les droits des citoyens. Après, les droits des travailleurs, après, ça s'arrête là. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Comment on peut appliquer la mue? Et quand on a des hôpitaux comme ça, quand il a plu la dernière fois, vous avez vu l'état du CHU, Tocoin, qu'on appelle CHU Campus, CHU Sylvain Solipio. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Quand il a plu la dernière fois, vous avez vu l'état du CHU Tocoin? Comment on peut comprendre que un CHU puisse être aussi inondé? Juste une pluie. Tous les services sont inondés. Et puis un CHU qui se trouve sur une colline, c'est-à-dire en hauteur d'une lagune, où on devait facilement faire un assainissement, drainer les eaux dans la lagune. Et les gens se sont retrouvés avec les eaux de la morgue qui ont débouché partout à l'intérieur du CHU. Parce qu'on n'en parle pas souvent, les eaux de la morgue à Lomé. Le processus d'évacuation des eaux de la morgue à Lomé, c'est une catastrophe écologique, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça où tout le monde a démissionné. Que personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Personne ne dit absolument rien. Vous imaginez tous ceux qui sont contaminés par les histoires des eaux de la morgue là-bas, à Lomé. Je vous disais dans l'autre journal, quand j'étais encore au Togo, que ce qui a poussé même à rénover la morgue, c'est vrai qu'il y avait le besoin de faire les affaires avec les cadavres et tout ça. Mais à un moment donné, les cadavres étaient en décomposition à la morgue. Il y a les rats, parce que dans les quartiers de la morgue, là-bas, il y a beaucoup de rats. C'est des rats qui sont gros comme ça. Il y a des rats qui rentraient dans la morgue et qui abîmaient le visage des cadavres.
qui mangeaient les yeux des cadavres et tout ça. Il y a beaucoup de rats dans cet environ, dans les quartiers là-bas, qui allaient se servir à la morgue là-bas. Et donc, c'est en voyant ces images-là que les gens étaient scandalisés. Rapidement, ils ont rénové la morgue. Bon, maintenant, ils en font des affaires. C'est le seul service qui rend beaucoup d'argent aujourd'hui, qui fait rentrer beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais au départ, mais c'était incroyable. Les rats rentraient dans la morgue parce que tout était délabré et mangeaient les cadavres. Défiguraient les cadavres. C'est ça notre pays. C'est ça le niveau de déconfiture, de délabrement total de notre pays. Et ça ne choque personne. Si vous ne pouvez pas entretenir les vivants, au moins les morts, vous pouvez leur réserver au moins un traitement humain. Depuis l'Égypte ancienne, les morts ont de la valeur. C'est pour ça qu'on a conçu les pyramides, on enterrait les gens avec beaucoup de déférence, beaucoup de choses. Pour nous qui avons étudié l'histoire, on sait ce que c'est que... la part qu'on réservait aux morts dans les grandes civilisations, que ce soit la civilisation égyptienne, la civilisation des Incas, tout ça. Mais voilà le Togo. Et ça ne choque personne. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui disent oui, de toutes les façons, moi je m'en fous, je viens au Togo pendant les vacances, je repars, que fort reste, moi je ne me mêle pas de la politique. Quand tu viens au Togo, tu piques une crise là, tu sais là où on va te soigner.